Je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez eu peur à un moment, vraiment? Comment ne pas avoir peur? Madame, monsieur, bonsoir. Après 46 heures de cauchemar à l'école maternelle de Neuilly, les policiers du RAID ont libéré ce matin les 6 fillettes encore retenues en otage, ainsi que la jeune femme médecin du corps des sapeurs-pompiers de Paris qui avait passé la nuit avec elle et dont nous entendrons le témoignage tout à fait capital. Le preneur d'otage a été abattu de 3 balles dans la tête. Récit du dénouement avec Valérie Gagé. 4 petites filles effrayées accrochées au cou des policiers du RAID. Il est 7h25, nous assistons sans encore le savoir à l'épilogue de la prise d'otage. Ces enfants viennent juste d'être emportés de la salle de maternelle où ils étaient détenus. Apprenant que le ravisseur a été tué, le petit groupe regagne ensuite calmement le parc de l'école. À peine 30 minutes plus tard, Édouard Balladur, le Premier ministre, se présente à l'entrée principale. Une courte visite suivie de celle de son ministre de l'Intérieur. Pressé par les journalistes, Charles Pasqua est laconique mais heureux. Ah oui, très satisfait, les enfants sont saufs et le forcené est mort. Les familles des petits otages sortent ensuite une à une. L'heure n'est pas aux grandes déclarations, mais à l'émotion. Vous êtes content du dénouement? Il était tué, je suis très contente. Très contente. À 8h, on ignore encore les conditions réelles du dénouement. Nicolas Sarkozy, le maire de Neuilly, qui a participé aux négociations, apportera un premier témoignage sur le ravisseur. Il s'est beaucoup tendu. Ça fait maintenant près de 18 heures qu'on n'arrivait plus à sortir un enfant. Et c'était plus facile au départ parce que, comme toutes les 2 heures, on arrivait à en sortir. Et puis tout d'un coup, il s'est bloqué, il s'est dit que ses enfants, c'était sa protection, il ne voulait plus en sortir. Il n'y avait plus rien à faire, il ne voulait plus rien entendre, on a tout essayé, j'ai été chercher l'argent, il était très méfiant, il faisait tout recompter. Il a voulu absolument que je lui donne le montant des devises, en Deutschmark et en dollars, enfin bref, il y a des discussions qui ont été irréelles. Puis on aperçut enfin ces 2 femmes exemplaires, Evelyne Lambert, médecin capitaine des pompiers de Paris, et Laurence Dreyfus, la jeune institutrice. Côte à côte, comme sur cette image, pendant 47 heures, elles ont protégé les enfants. En fin de matinée, l'école avait presque retrouvé une allure normale. La rentrée des classes est pour mardi, une rentrée sourire aux lèvres. Les tireurs d'élite ont profité d'un moment d'assoupissement du ravisseur pour pénétrer dans la classe. Récit de ce que les spécialistes appellent une opération de neutralisation avec Christophe Tortora. Dès 5h30 ce matin, les hommes du RAID ont reçu l'ordre d'intervenir. Charles Pasqua a donné son accord. Reste à trouver le moment propice, attendre que le preneur d'otages fatigué relâche son attention. Des moyens visuels et sonores introduits dans la classe leur fournissent cette certitude. Il est 7h25. En un éclair, 2 policiers du RAID pénètrent dans la classe, s'approchent à moins de 3 mètres de l'homme qui se réveille. Immédiatement, ils tirent. 3 balles blindées de 9 mm, 3 balles dans la tête. De l'autre côté de la pièce, le médecin pédiatre des pompiers, prévenu de l'intervention, a placé les 6 enfants sous les matelas. Pour jouer, leur dit-elle, à la tortue. En fait, il s'agit de les protéger au cas où tout explose. Au moment où le preneur d'otage est abattu, une dizaine de policiers du RAID jaillissent, prennent chacun dans leurs bras un enfant pour le protéger et l'emmener au loin. C'est la raison pour laquelle on peut les voir sortir de l'enceinte de l'école, un enfant dans chaque bras. Toujours la peur de l'explosion. L'opération en tout, dans la salle de classe, n'aura pas duré plus de 5 secondes. Le preneur d'otage Eric Schmitt, un homme de 42 ans, signait ses messages adressés à la police des initiales HB comme Human Bomb. Ce qualificatif de bombe humaine était hélas approprié puisque cet homme s'était attaché des bâtons de dynamite autour de la taille après avoir mis en place dans la classe un dispositif de dynamitage particulièrement sophistiqué. Reportage Caroline Laudrin, Arnaud Le Goff. La classe numéro 8, c'est la première porte à gauche dans le couloir des maternelles. Ce matin, il y régnait le plus grand désordre. 6 enfants et 3 adultes venaient de vivre, comme dans un camp retranché, 2 jours et 2 nuits, dans une pièce de 40 mètres carrés. Seul un petit meuble séparait les enfants de leurs ravisseurs. Ils s'étaient repliés au fond de la classe, derrière ses étagères, avec à proximité une radio, une télévision et un thermos de café. Les enfants, bloqués le long de la fenêtre, pouvaient dormir dans le coin bibliothèque. Tout était prévu. Les stores des fenêtres baissées, la lumière éteinte et les ouvertures bouchées. Ça a été posé à la demande du preneur d'otage par l'institutrice, évidemment pour éviter que les forces de police puissent observer de l'extérieur. Ce matin, tout dans cette classe marquait la précipitation avec laquelle les otages ont quitté la pièce. Des peluches abandonnées, des chaussures oubliées.
Bientôt, ils n'auront pour seul souvenir que ces quelques dessins réalisés durant une journée de classe, une journée particulière de 48 heures. Au cœur de ce drame, 2 jeunes femmes dont l'intelligence et le courage ont certainement évité le pire et qui toutes 2 ont été promues dès ce matin à titre exceptionnel, chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Tout d'abord l'institutrice Laurence Dreyfus, dont c'était, il faut le rappeler, le premier poste et qui avait tenu à rester avec les enfants pour les rassurer. Laurence Dreyfus que vous voyez sortir de chez elle ce matin accompagnée de policiers et qui est partie, semble-t-il, se reposer dans sa famille. La France entière, à commencer par son ministre François Bayrou, a salué ce matin son héroïsme. Après Laurence, déjà baptisée dans la presse l'institutrice Courage, Evelyne, capitaine Courage, une jeune médecin de 26 ans, la seule au grade de capitaine dans le corps des sapeurs-pompiers de Paris, que j'ai eu l'honneur de recevoir en compagnie de Michel Fine dans notre journal de 13h. Evelyne Lambert, qui était ce matin seule en compagnie des enfants lorsque l'assaut a été lancé. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez eu peur à un moment, vraiment? Comment ne pas avoir peur? Je pense qu'on a peur tout le temps. Et plus précisément quand on sent que ça se précise. Mais je pense qu'il y a également la volonté de faire quelque chose, l'envie que cette attente s'arrête. Donc n'importe quoi pourvu que quelque chose se passe. Vous avez raconté tout à l'heure que vous aviez vous aussi bien failli craquer cette nuit. Quand vous avez appris que c'était remis peut-être l'opération encore plus tard et la perspective d'une nouvelle journée, d'une nouvelle nuit d'inaction. Ce qui était le plus terrible, c'était le fait d'attendre sans savoir que faire. Hier soir, vers 19h, j'avais l'impression que les choses avançaient bien. Donc Laurence et moi étions avec les enfants, qui étaient relativement calmes, comme d'habitude. Et on pensait qu'on allait enfin pouvoir faire quelque chose, bouger, sortir avec les véhicules, ce qui laissait a priori la possibilité d'une intervention. Et malheureusement, quand vers 23h, les négociations n'avançant pas, le forcené a dit qu'il n'y aurait plus rien de fait ce soir, ça a été le moment le plus terrible, c'est sûr. C'est vous qui avez mis au point avec le RAID le scénario d'intervention. Est-ce que ça a été long? Ça s'est passé comment? Le RAID a mis au point le scénario. Moi, j'étais juste leur indicateur pour savoir comment étaient les affaires à l'intérieur de la pièce, quel était son état d'esprit à lui, quelles étaient ses volontés. C'est eux qui ont fait tout le travail. Vous les avez énormément aidés. Non, je leur donnais les renseignements. On va en parler un peu plus en détail, mais au moment du dénouement, est-ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent que c'est que les enfants étaient réveillés et que vous faisiez semblant de jouer, si j'ai bien compris, pour en même temps les regrouper et les mettre le plus à l'abri possible? Les enfants étaient en train de s'amuser à faire la tortue pour se cacher sous les matelas et se cacher derrière les tables renversées. Donc ils ne voyaient rien, ils n'étaient au courant. Et en même temps, vous faisiez semblant de jouer pour quelque part le rassurer, même s'il était plus ou moins assoupi? Il était quelque peu assoupi, mais on jouait de manière à ce que nos voix constantes le rassure. Evelyne, est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qui se passait au tout dernier moment? Non, vraiment, je ne pense pas, puisque les gens du RAID étaient très proches de lui quand ça s'est passé, et à mon avis, ça a été beaucoup trop bref pour lui. Il aurait été capable de mettre feu à ces explosifs? Je pense que oui. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il était très déterminé? La manière qu'il avait de répéter systématiquement que de toute façon, vu sa vie, il n'avait plus rien à perdre. Qu'est-ce que ça voulait dire, vu sa vie? Je n'ai jamais réussi justement à lui faire préciser. Malgré un semblant de climat de confiance, je n'ai jamais pu lui faire préciser un éventuel problème médical ou des problèmes autres sociaux qui pouvaient l'amener à être aussi désespéré. Vous avez réussi à le faire parler sur lui, à lui faire expliquer pourquoi il en était venu là, quel était son passé? Non, pas du tout des choses personnelles. Il avait des idées, on discutait beaucoup, des idées de genre métaphysique ou choses comme ça. Il aimait beaucoup les généralités, mais je n'ai jamais pu faire préciser aucun détail de sa vie passée ou de sa vie qui expliquerait son acte. Il était très méfiant? Extrêmement, oui. Il vous demandait, vous goûtiez sa nourriture, c'est ça? Oui, pour pas qu'il y ait de somnifères Exactement. Il avait apporté lui-même de la nourriture et ce qu'il mangeait en plus, essentiellement il buvait du café, je devais goûter. Il respectait un délai d'environ un quart d'heure avant lui-même de consommer quoi que ce soit. Est-ce qu'il est vrai qu'il vous ait demandé à un moment que vous le supprimiez? Tout à fait. Il disait que si j'avais le choix entre le fait que lui fasse tout sauter ou le fait que lui meure tout seul, qu'est-ce que je préférerais? Je pense que, vu de l'extérieur, le problème est simple. Il m'a dit, dans ce cas-là, en tant que médecin, vous devez prendre vos responsabilités. Et comment appelle-t-on aider quelqu'un qui désire mourir et qui n'a plus de possibilité? L'euthanasie. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir affaire à quelqu'un de lucide, de fou, d'intelligent? Très structuré.
une parole très cohérente, un vocabulaire d'un langage courant mais d'un niveau correct, pas très poli, voire obséquieux. Mais par contre, parfois des dérapages de style bouffée délirante, des paroles qui ne correspondaient plus du tout à la réalité, des délires visuels, l'impression que des gens du raid étaient partout, vu l'état de stress ça peut être compréhensible, l'impression que des posters bougeaient, donc il y avait des gens du raid cachés derrière pour l'attaquer, l'impression de... C'est surtout des délires interprétatifs sur les dessins qui étaient autour de lui. Est-ce qu'il a parlé avec les enfants? Est-ce qu'il leur a expliqué tout simplement pourquoi il était là, pourquoi il était armé, qu'est-ce qu'il voulait? Vendredi matin, il est resté environ 2 à 3 heures seul avec eux, refusant l'entrée de quiconque. À ce moment-là, effectivement, il était très calme, très agréable avec eux, et il leur a expliqué que lui, il voulait pas leur faire de mal, il voulait juste de l'argent, et que c'était la police qui était méchante parce qu'il voulait pas lui donner de l'argent, mais que lui ne leur voulait pas de mal. Il était très gentil avec eux. Il avait un excellent contact, oui. Il était très agréable. Il leur donnait les papiers pour dessiner, il s'entretenait avec eux, il les faisait jouer. Et eux, comment ont-ils réagi? Est-ce qu'ils ont, à un moment, compris ce qui se passait réellement ou pas du tout? Je ne pense pas. Il n'y avait pas d'appréhension vis-à-vis de lui. Lui, il l'appelait monsieur, voire le bandit, mais le bandit, c'était un nom que lui-même avait demandé aux enfants de lui donner. Pas d'appréhension vraie, non. Plutôt une interrogation vague. Bandit masqué, en l'occurrence, puisqu'il n'a jamais quitté sa cagoule. Exactement. Au départ, il est entré dans la salle de classe, comme disait Laurence, avec l'institutrice, avec un casque de moto, qu'il a quitté relativement rapidement. Par contre, il a gardé un masque tout le temps du déroulement des événements. Est-ce qu'à un moment ou un autre, il vous a dit ce qu'il pensait faire de cet argent? Pourquoi 100 millions? Pourquoi tant d'argent? Et pour faire quoi? La somme exacte de 100 millions, l'explication est très simple. Il estimait qu'il avait une chance sur 100 millions de s'en sortir, donc sa vie valait 100 millions. Quant à ce qu'il comptait en faire, je n'ai jamais pu obtenir le moindre renseignement. Il y a eu presque un moment gag, c'est quand vous avez compté avec lui les billets. Ça devait presque, c'est une situation complètement irréelle. Oui, quand dans la pièce nous sommes retrouvés, Laurence et moi, avec une table, comme vous les imaginez dans les maternelles, les tables basses avec les petites chaises, et la table couverte de billets, entre autres de devises étrangères, et nous en train, il était, je sais plus, 3-4 heures du matin, plus franchement l'état d'esprit à compter, et pas franchement motivé pour faire ça, en train d'essayer de savoir combien il y avait de millions dans ce qu'il y avait sur la table. C'était le gag, oui. Et il avait un plan de fuite, lui, tout à fait préparé. Et il vous en avait parlé, ou vous saviez comment il voulait partir? Est-ce qu'il voulait emmener un enfant avec lui, l'institutrice? Un plan de fuite très réfléchi, qu'il a dû modifier par la suite. Au départ, il avait donné des polycopies expliquant. Il a dû les modifier par la suite lors des négociations. Ce plan s'était simplifié. Il voulait emmener effectivement dans sa fuite un enfant, un parent, un père de préférence parce qu'il avait peur de l'hystérie d'une mère, et une femme, médecin de préférence. Et il me disait, vous ferez. Donc, a priori, moi. Ensuite, quel était le scénario? Le scénario amenait une deuxième voiture de rechange dans l'éventualité d'une panne de la première voiture. Un arrêt lui permettant de se libérer de cette deuxième voiture si la voiture qu'il occupait avec les otages était en état de marche. Une fuite avec les otages endormis, qu'il libérait à un moment que lui-même choisissait, avec les otages toujours endormis, de manière à ce qu'il n'y ait aucune possibilité de savoir depuis combien de temps il avait fui, dans quelle direction. Ouais, donc tout était très précis. Oui, très réfléchi. Je crois que c'est aujourd'hui une certitude, c'est ce preneur d'otages qui a perpétré l'attentat il y a exactement une semaine dans le parking de Neuilly. C'était un attentat signé HB. Oui. Les tracts qu'il a envoyés cette fois-ci aux policiers étaient également signés HB. Est-ce qu'il vous a expliqué ce que ça voulait dire? Alors lui-même m'a dit très rapidement que le premier attentat était de lui parce qu'il avait voulu montrer qu'il n'était pas un bluffeur et qu'il était capable d'utiliser des explosifs. Quant au HB, ça a été l'un de ses grands jeux, ainsi que il avait 2 devinettes pour moi, l'une qui était que veut dire HB et l'autre qui était pourquoi suis-je dangereux? Pourquoi suis-je dangereux? Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver la solution, puisque tout ce que j'ai approché, que ce soit sa détermination, ses connaissances, pour lui, c'était pas la raison principale. Quant au HB, la devinette, au milieu de la nuit, peut-être la fatigue, HB est devenu Human Bomb, c'est-à-dire la bombe humaine, et effectivement, c'était son nom de code.
Vous avez rencontré bien sûr souvent, parce que vous pouviez sortir de cette classe, les dirigeants, les responsables du RAID. Il faut même faire une confiance absolue à ces hommes, parce que vous étiez à l'intérieur, vous saviez qu'il allait intervenir. Tout pouvait se terminer en catastrophe, parce que vous êtes bien placé pour savoir que les bâtons de dynamite, c'était pas des trucages. Franchement, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous saviez, vous poussiez les enfants en faisant semblant de jouer dans le coin de la classe, comme vous nous l'avez expliqué tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Vous dites, et si jamais ça rate, et s'il ouvre un œil avant, et puis bon, on y passe tous. Et si ça rate? C'est vrai, c'est une éventualité. Mais pour avoir côtoyé les gens du RAID pendant 48 heures, c'est une éventualité qui est toujours présente, c'est pour ça qu'on a peur, mais qui est vraiment très faible. Ils sont extraordinaires. Ils ont un côté professionnel, ils sont méticuleux, ils mettent tout en question dans le moindre détail, ils ont un schéma décisionnel, ils sont capables de se réadapter systématiquement aux modifications de la situation. Moi, j'ai pas de mots à leur égard. Je suis vraiment restée ébahie devant des gens aussi forts dans leur boulot. Evelyne Lambert, 26 ans, médecin capitaine du corps des sapeurs-pompiers de Paris, chevalier de la Légion d'honneur depuis ce matin. Comme elle l'a raconté elle-même, c'est le ravisseur qui s'était baptisé le bandit auprès des enfants. Eric Schmitt, âgé de 42 ans, était originaire de Cers, un petit village près de Béziers, où vivent encore ses parents et où se sont rendus, bien sûr, en début d'après-midi, les policiers de la brigade criminelle qui cherchent à reconstituer le passé de cet homme. Reportage de nos envoyés spéciaux, Sandrine Merck, Olivier Combe. Possible d'atteindre la rue dans laquelle se trouve la maison familiale d'Eric Schmitt à Cers, près de Béziers. Dès que la famille proche du preneur d'otages a été identifiée, les forces de police ont bouclé les rues adjacentes. La prise d'otage a provoqué dans l'opinion publique un choc émotionnel très fort et chacun tente de remonter à la source pour mieux cerner la personnalité de celui qu'on ne sait pas encore qualifié. Était-il un dangereux malfaiteur ou un parano-idéaliste? Les policiers sont en train de passer au crible la maison et le jardin des parents d'Eric Schmitt. Il était chez eux encore début mai. Et bien moi je dis comme lui, que les parents sont à plaindre parce que c'est des braves gens, ils se doutent sûrement pas de ça. Maintenant le film, moi je le connais pas, je sais pas quels sont les motifs qui l'ont fait agir. Cette femme, je la plains parce que ça avait l'air d'une femme comme il faut, quoi, les parents, le père et la mère, hein. Des braves gens, hein. Des braves gens, comme on dit ici. Et lui il a mal tourné, qu'est-ce que vous voulez, il a fait une connerie, il a payé, tant pis pour lui. Quand on m'a dit qu'on l'avait flingué, j'ai dit c'est bien fait. Oui, moi je suis de son avis. Parce qu'on ne fait pas des trucs comme ça avec des gosses. Quand on est un homme, on fait autre chose que ça. Eric Schmitt venait d'avoir 42 ans. Lui et sa sœur semblent avoir vécu très peu de temps au village où leurs parents sont arrivés après la guerre d'Algérie. Sa dernière activité professionnelle connue a été la gestion d'une entreprise d'informatique, mise par la suite en liquidation judiciaire. Il était chômeur depuis 2 ans, il n'avait aucun antécédent judiciaire ou psychiatrique et le mystère reste entier autour de la personnalité de celui qui a tenu en haleine la France entière pendant 48 heures. Evelyne Lambert, qui l'a donc côtoyé pendant de très très longues heures, nous décrivait Eric Schmitt comme un homme apparemment très structuré, a-t-elle dit, mais avec des bouffées délirantes. Pour tous ceux qui ont dialogué avec lui, Eric Schmitt apparaissait tout à fait déterminé et n'avait rien laissé au hasard, sauf peut-être sa propre fatigue nerveuse. Marie Burgot. L'homme qui, pendant plus de 46 heures, n'a pas une seule fois ôté sa cagoule, s'appelle donc Eric Schmitt. Et son plan, il semble bien l'avoir échafaudé seul face à son ordinateur. Ni politique, ni truand d'envergure, Eric Schmitt voulait simplement de l'argent, il voulait aussi qu'on parle de lui. L'attentat dans le parking de Neuilly, 5 jours avant la prise d'otage, c'était d'ailleurs déjà lui. Dans un tract trouvé sur place, il annonçait une prochaine opération d'envergure et signait HB. HB comme Human Bomb, la bombe humaine, des initiales qui ne seront pas pour rassurer les négociateurs. L'analyse des documents remis par l'individu, effectuée par un psychiatre, confirmait par ailleurs le caractère de grande dangerosité. Avec une précision d'informaticien, Eric Schmitt, alias HB, avait tout prévu. Pendant toute la prise d'otage, il ne s'est d'ailleurs jamais écarté des grandes lignes de son plan. Il avait écrit qu'il préférait mourir plutôt que d'être pris vivant. L'homme sera donc allé jusqu'au bout de son plan. C'était écrit dans cette salle de classe. C'est arrêté son histoire. Créé il y a 8 ans maintenant, le RAID est une unité d'élite de 80 policiers dont les missions, comme le résume le sigle, sont la recherche, l'assistance, l'intervention et la dissuasion. Ces policiers sont soumis à un intense entraînement physique, bien sûr, mais aussi formés aux techniques psychologiques essentielles en cas de prise d'otage. Reportage Christophe Tortora, Yann Jiquel.
Une prise d'otage à l'intérieur d'une banque. Les tireurs d'élite du RAID sont en place. Un exercice d'entraînement dans une usine désaffectée de la région parisienne. Les négociations ont échoué. L'ordre d'abattre les deux malfaiteurs est donné. Le seul résultat qu'il exigeait, c'est de sauver des vies, quoi. Quel que soit le problème posé, on revendique le droit à l'erreur, mais enfin, les gens ne comprennent pas qu'on se trompe, puisqu'on passe notre temps à s'entraîner pour faire face à des situations extrêmes. Le RAID, initial de recherche, assistance, intervention, dissuasion. 80 policiers triés sur le volet. Cette unité d'élite a été créée en 1985 par Pierre Jox. Maître chien, plongée, varap, combat rapproché, explosif, ils sont tous généralistes, mais ont chacun leur spécialité. Ils s'entraînent afin d'être prêts à intervenir dans toutes les situations de crise. Mais comme on a pu le voir à l'école maternelle, ils interviennent uniquement lorsqu'il n'y a plus aucune autre solution. La négociation fait partie intégrante pour nous de l'intervention. Si nous pouvons résoudre une situation en utilisant que la négociation, nous pensons avoir réussi notre mission. Et dès que la mission est confiée au RAID, le RAID a l'entière responsabilité de la totalité de la mission, c'est-à-dire qu'il va choisir les moyens employés et le moment du déclenchement de l'intervention. Le RAID a participé à l'arrestation des terroristes d'Action Directe en 1987 et à ceux de l'ETA l'année dernière. Mais outre ces missions antiterroristes, ils assurent également la protection rapprochée des chefs d'État ou la sécurité de sites comme ceux des Jeux Olympiques d'Albertville en 1992. Une vingtaine de fois par an, ils sont appelés pour des forcenés, des missions qu'ils considèrent comme les plus difficiles. Est-ce qu'il y a des situations où vous vous sentez particulièrement mal à l'aise ? Oui, plus particulièrement, je crois, l'histoire de forcenés, de dingues, parce que bon, ce sont quand même pas, ils sont plus des malades qu'autre chose. Donc on n'a pas, disons que du terrorisme ou des voyous, on sait à qui on a affaire, ils ont choisi. Un forcené, c'est souvent un type qui a déconnecté et c'est problématique pour nous d'intervenir. Mais ce matin, l'intervention était devenue inévitable. Elle s'est fort heureusement parfaitement déroulée. Avec nous, invité de ce journal, un médecin qui a été très étroitement associé à ce drame, le docteur Gilles Nakab, psychiatre à l'Hôtel Dieu, et qui a aidé les familles à gérer leur anxiété, mais aussi à assister les négociateurs et les policiers en analysant la prose et les déclarations du ravisseur et en les conseillant éventuellement sur la conduite à tenir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suppose que vous êtes très très fatigué, oui. Donc nous en apprécions d'autant plus le fait que vous soyez venu nous voir. Comment vous avez travaillé avec ces policiers du RAID face à ce que ce policier qualifiait de dingue, entre guillemets? Premièrement, j'ai travaillé plus particulièrement avec un des membres du RAID, celui qui était plutôt chargé de la relation avec l'extérieur, et donc en particulier les familles. Nous étions donc confrontés à chaque fois qu'il y avait une négociation à pouvoir être tentés d'analyser ce qu'on pouvait entendre, puisque les enfants faisaient... Oui, il faut préciser que la salle était sonorisée. La salle était sonorisée avec beaucoup d'enfants qui jouaient, rigolaient, chantaient, ce qui gênait beaucoup donc l'écoute. Bon, essayer d'approcher au plus près la psychologie peut-être du... Moi je l'appelle le malade bien sûr en tant que médecin. Comment faites-vous? Vous lui faites passer par l'intermédiaire de cette femme médecin des pompiers ou par l'institutrice des questions précises à poser pour pouvoir analyser ses réponses? Si vous voulez, le RAID organise absolument tout. Si on avait pu me demander, enfin si on était venu à me demander d'intervenir, bien entendu j'y serais allé, mais je crois que ça ne faisait pas partie d'un des scénarios possibles. Sur le plan de la parole, il y a même des codes, des questions, Non, je crois que si une intervention psychiatrique est envisagée, elle devrait être faite évidemment par un psychiatre. D'ailleurs, j'en ai discuté avec je suis assez fatigué. Avec le membre du RAID avec qui je travaillais, il s'était proposé de poser une ou deux questions pour voir peut-être s'il n'y avait pas une activité délirante différente de ce qui était exprimé en dessous. Mais je crois qu'il fallait avoir les questions qui pouvaient suivre. On pourrait, évidemment, c'est intéressant pour le psychiatre et même pour le RAID, d'élaborer, d'essayer de financer les processus psychopathologiques du malade, mais je ne crois pas que ça correspond vraiment à la situation. Quel degré, selon vous, de dangerosité, comme on dit, avait-il? Nous, d'emblée, puisque j'avais relayé deux collègues qui étaient là dès le début de l'après-midi, dans la journée de jeudi, on l'avait qualifié de dangerosité extrême, ne serait-ce qu'à la lecture vous savez, des 8 feuilles qu'il avait remis aux autorités.
Evelyne Lambert parlait d'un homme, vous l'avez entendu, d'un homme très structuré, a-t-elle dit, mais avec des bouffées délirantes. Est-ce que vous partagez ce diagnostic, entre guillemets, encore une fois, parce qu'elle n'est pas psychiatre? Oui, mais je crois que bon, un bon médecin comme elle a du sens clinique. Alors, on observe des signes, peut-être que les diagnostics sont pour après. Effectivement, un homme froid, déterminé, calme. J'ai beaucoup écouté ses paroles. Il avait toujours un ton monocorde, des phrases rythmées. On ne le sentait jamais lâcher la pression, au moins, disons, jusqu'aux 2/3 de la première nuit. Dernière question, vous disiez que quand il parlait avec les enfants, il était très gentil. Vous disiez que c'était pas du tout le même homme. Ah voilà, ça c'est plus le même homme. Disons ça c'est à partir d'hier après-midi. Beaucoup d'empathie, de chaleur avec ses enfants, ce qui nous avait quand même, et moi-même en particulier, pas mal interrogé. Pourquoi cet homme si froid, si distant, s'intéressait comme ça aux enfants avec autant de gentillesse, les faisant dessiner, faisant attention qu'ils ne fassent pas pipi dans leur culotte. En menaçant même de les tuer, tout de même. Non, je crois qu'il n'a jamais été menaçant à l'égard des enfants. Je crois que là, tous les témoignages, que ce soit les parents qui sont rentrés donc, dans la salle de classe, n'est jamais menacé. Évidemment, il y avait le risque qu'il appuie sur le déclencheur de la bombe, enfin des explosifs, mais en aucun cas il n'a menacé un enfant. Hein. D'ailleurs, il était vécu par les enfants comme quelqu'un de gentil. Hein. Les méchants, c'était les hommes en noir. Moi, j'avais fait une petite association comme ça qui a été beaucoup discutée avec certains membres du RAID. C'était « Venez un peu à moi les petits-enfants », ce qui peut-être changeait notre vision des choses. Mais bon, devant la gravité de la situation, je ne sais pas si c'était le primordial. Merci beaucoup, docteur, pour ce témoignage. Nous allons vous laisser aller vous reposer. Merci. 3 heures après le dénouement, donc, Charles Pasqua a tenu une conférence de presse au ministère, l'occasion pour le ministre de l'Intérieur d'expliquer la stratégie policière, à savoir identifier le risque, privilégier le dialogue, on l'a vu, mais aussi préparer une intervention en force. Aussitôt l'alerte donnée, j'ai défini le cadre de l'intervention de la police. Ne rien faire qui puisse mettre en péril la sécurité des enfants et de l'institutrice. N'intervenir par la force que si cela s'avérait compatible avec la sécurité des enfants ou en cas de menace immédiate ou de début de violence à leur égard. N'accepter en aucun cas que l'individu emmène avec lui des enfants dans sa fuite. Je voudrais naturellement signaler tout particulièrement et adresser les remerciements du gouvernement et aussi les félicitations du gouvernement à l'institutrice, Madame Laurence Dreyfus, qui dans cette affaire a fait preuve à la fois d'un courage exceptionnel et de qualité professionnelle tout à fait remarquable. Il convient également aussi, et je crois que le maire de Neuilly, qui est intervenu à de nombreuses reprises dans cette affaire, n'a pas manqué de le faire auprès de moi, de signaler le calme et le courage des parents des enfants, notamment des 6 qui étaient détenus à nouveau comme otages. Sans le calme de ces parents et la confiance qu'ils nous ont manifestée, celle qu'ils ont manifestée au maire de Neuilly, celle qu'ils ont manifestée aux responsables des forces de sécurité, notre tâche aurait été rendue extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible. Je voudrais également signaler le comportement exceptionnel de Madame Evelyne Lambert, médecin capitaine de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ces 2 femmes ont joué un rôle décisif dans cette affaire. Elles nous ont permis d'intervenir le moment venu dans de bonnes conditions et aussi sans que les enfants, non seulement ne subissent pas de violence, mais je l'espère qu'il ne reste dans leur esprit aucune trace de cette affaire extrêmement délicate. Charles Pasqua vient de faire allusion au bon comportement des parents concernés. Anne Guéry a rencontré précisément les parents du petit Quentin, 3 ans. Il avait été libéré jeudi vers 19h alors qu'il commençait à manifester impatience et inquiétude, ce qui semble contredire l'idée que tous les petits otages ont attendu dans le calme ou la sérénité l'issue de ce drame. Il a été libéré parce que, prenant compte que la situation dans la classe était anormale, il avait refusé de prendre tout aliment et toute boisson qui avait été amenée dans la classe. Donc il était en fin de journée très affaibli. Mais on sait que certains ont eu des troubles intestinaux.
d'autres ont eu d'autres troubles qui ont fait que je crois que les plus résistants ont été libérés en dernier, alors que ceux qui présentaient des troubles ont été libérés probablement avant les autres. Ce qu'il nous a dit quand même plus tard dans la soirée, c'est qu'il y avait un monsieur qui était dans la classe, que ce monsieur était méchant avec la maîtresse parce qu'il voulait de l'argent, qu'il était armé d'un pistolet. C'était probablement pour chasser les loups. Et puis plus tard, il nous a dit quand même qu'il nous a demandé pourquoi personne n'était venu battre le monsieur. Donc, ce qui montre que quand même les enfants ont pris conscience à un moment donné qu'une situation anormale s'installait et qu'ils s'étonnaient que peut-être leurs parents ou d'autres adultes ne viennent pas les libérer, enfin ne viennent pas à leur secours. Rien ne laisse penser qu'il y aura des séquelles, parce qu'ils n'ont pas eu de violence dirigée contre eux, et parce que cette maîtresse a su être un petit peu le tampon ou le paravent à la situation de traumatisme. Et je crois qu'on va essayer de se couper de tout ça et de reprendre une vie normale et retrouver notre spontanéité, que nous n'avons pas encore retrouvée, je veux dire. Cette prise d'otage dans une maternelle n'a évidemment aucun précédent, au moins en France, et jamais médecins, psychiatres et psychologues n'auront été autant mis à contribution, que ce soit, comme on l'a vu il y a un instant, pour dresser le profil psychologique du ravisseur ou pour apprécier l'impact de ce drame sur les enfants et sur tous les adultes concernés. Avec nous, Paul Messerschmitt, qui est pédopsychiatre. Bonsoir. Rapidement, comment éviter des séquelles psychologiques graves pour les enfants, mais aussi pour les parents ? De cette épreuve, ce qui est formidable, c'est que les enfants et les familles sortent vainqueurs, d'une part, et deuxièmement, il faut faire confiance aux enfants. Leur petit âge leur permet d'aménager, de reproduire, comme on l'a déjà dit, d'oublier aussi. Donc je crois qu'il faut que les gens se regroupent, il faut qu'ils sachent se relâcher, mais aussi il faut que les parents s'entraident les uns les autres, car peut-être eux, avec leur sensibilité, le fait d'avoir été éloignés pendant 48 heures, ils vont peut-être dans un deuxième temps s'effondrer éventuellement. Donc moi je crois grande confiance aux enfants, être authentique et spontané, mais se soutenir en tant que parent dans les jours qui suivent. Et surtout pas intérioriser. Tout à l'heure, le père de cet enfant disait on va se couper de tout ça, c'est peut-être pas forcément le bon absolument. réflexe. Se laisser aller à dire, mais on a le temps de dire les choses, mais surtout rester ouvert. Prendre son temps, mais rester ouvert et dire les choses. Est-ce qu'il y a des procédures prévues pour ce genre de cas, ou est-ce que ces parents, ces enfants vont être plus ou moins suivis par leur médecin, ou est-ce qu'il y a Écoutez, vous savez que les maltraitances au sens général du terme sont un problème très général actuellement. Nous avons par exemple à l'hôpital Trousseau des cellules de l'enfance en difficulté et maltraitée dans lesquelles nous prenons en charge des parents dans des circonstances très diverses. Donc je crois que théoriquement les médecins, les pédiatres et les psychiatres sont tout à fait à même d'aider ou de conseiller à distance ces familles. Merci beaucoup, Dr Messerschmitt, pour ces précisions. Informé à la toute première minute, bien sûr, de la libération des 6 fillettes, ce matin, François Mitterrand a demandé au ministre de l'Intérieur de transmettre ses félicitations, je cite, à tous les personnels qui ont contribué au sauvetage de ces enfants. Édouard Balladur s'était rendu sur place, on l'a vu, à Neuilly, quelques minutes après le dénouement. Peu après, en visite à Mâcon, le Premier ministre a fait part de sa joie et de son soulagement. Et celle de tous les Français, c'est une réaction de soulagement et vraiment de joie. La France a vécu pendant 2 jours dans un drame. Et je dois dire que ce que j'ai trouvé admirable dans ces circonstances, c'est le comportement de tous ceux qui se sont attachés à soutenir les parents, les enfants, qu'il s'agisse des membres du corps enseignant, qu'il s'agisse des membres du corps médical ou des membres des forces de l'ordre. Leur comportement a été admirable. Et je suis sûr d'exprimer le sentiment de tous les Français en leur disant notre reconnaissance pour ce qu'ils ont fait.